En cash game, tu la joues, point barre. Si tu perds et que 1 heure plus tard tu reçois une paire d'as, tu la rejoues, point barre. Et si tu perds, tu sais que même si t'as paire d'as, t'as X% de chance de perdre. Donc sur 2 mains de suite, même sur 5 mains de suite, tu peux perdre avec ta paire d'as. Et t'acceptes cette douleur parce que ça fait partie du jeu, quoi. Et en trading, c'est la même chose, c'est l'acceptation des pertes et d'accepter que perdre un trade, c'est pas un échec. Et ça arrive à tout le monde, sauf à certains qui montent des courbes avec 97% de trades gagnants, etc. Mais et c'est vrai que le cerveau supporte pas ça. Et le cerveau est organisé de telle façon qu'on est quasiment censé échouer en trading. Ouais. Parce qu'on va pas arriver à couper sa perte, on va pas réussir à laisser courir les gains. Et c'est ce On va fameux vouloir se refaire, on va vouloir, ouais. exactement, ouais. Et ça, si t'arrives pas, et c'est là qu'il faut recabler son cerveau complètement. Et c'est, pour moi, c'est ce qui a été le plus dur, hein. Et je veux pas dire que c'est encore complètement résolu, hein. Il y a des jours où, notamment quand je suis dans le vert et que je repasse dans le rouge, ça m'est psychologiquement insupportable et je peux perdre tout ce que j'ai fait de vert, quoi. C'est ça qui est dingue dans ce métier, et c'est pour ça que c'est tellement complexe et je compare souvent ça au sport de haut niveau, mais c'est même encore plus complexe que ça pour moi parce que tu prends un tu prends un footballeur, il est arrivé en haut, il commence à faire des matchs pourris. Bon, je vais pas nommer de joueurs, mais il fait des matchs pourris, il va toucher son salaire à la fin du mois. En trading, tu dois être au top, mais tous les jours. Tu fais, si tu vrilles une demi-journée, un quart de seconde, tu peux foutre en l'air ton compte ou des mois de travail. Alors que dans plein d'autres domaines, t'as quand même, c'est sécurisant, t'as ton salaire, même si tu touches potentiellement moins de primes ou quoi, mais tu te retrouves pas sans rien et tu peux pas potentiellement tout Mais c'est cramer, là où quoi. ça peut être intéressant justement d'être dans une commu parce que euh, si- ton cerveau, tu peux l'occuper à autre chose. C'est-à-dire que si t'es solo à faire que du trading toute la journée, même Mm. si t'es pas bien, même si t'es malade et tout, tu continueras de trader. Alors que d'être en communauté, tu peux rejoindre les copains dans le live, tu peux machin avec eux, mais tu sais que t'es pas track et tout, tu vois, ah, c'est bon, je vais pas trader. Enfin, toi, ça peut, tu animes un petit peu ta journée de manière à pas trop être. Comme les alcooliques anonymes, quoi. Ouais, ben, non, mais le problème, Les c'est ça, gars, c'est-à-dire que je viens de moyenner la baisse. tout à l'heure, là, un exemple tout bête, mais tout à l'heure, j'ai fait une super journée aujourd'hui. Il était, alors attends, heure française, il était 19 h à peu près. J'aurais dû couper ma plateforme. J'aurais dû couper ma plateforme. Et en fait, je me suis dit, alors 1 heure avant la Fed en plus, n'importe quoi. Et je me dis, bon allez, j'en reprends un dernier avant de faire le live et tout. Et celui-là, bam, c'est vraiment le gros trait qu'il fallait pas prendre. Je l'ai pas pris pile poil dans ma méthode et tout. Enfin bon, bref. Et je me suis fait, alors j'ai effacé la moitié de mes gains de la journée. Et c'est cette force aussi, parce que ça, ce genre de choses-là, je pense que ça vient au bout d'un certain temps dans le trading. C'est-à-dire que dès le début, tu te soucies pas de ça, en fait, de savoir si t'es en forme, parce que t'apprends. Mais quand t'es dans l'application de ton trading tous les jours, mais après, c'est d'avoir cette force de ne pas trader si t'es pas dedans, ou de ne pas trader parce que il y a quelque chose, ton gamin est dans la pièce, enfin voilà, toi, il y a plein de situations, il faut pas trader quoi. Et et ça, même avec des années, des fois, c'est plus fort que toi. T'as envie de prendre une pause alors qu'il faudrait pas quoi. Très dur psychologiquement, ouais, t'es toujours sur un fil, t'es jamais sûr de... Parce que je sais pas si ça vous le fait, mais même t'as une méthodologie, tu te dis c'est cool, ça marche aujourd'hui, mais demain si elle marche plus, je fais quoi? C'est super déstabilisant comme, comme univers. On est dans Ah, l'inconnu total. Et moi, j'aime bien imager ça. C'est pour moi le trading, enfin la bourse, le trading, tout ce que vous voulez. C'est on avance dans le brouillard ouais, sans phare, quoi. Enfin, sans même avec des phares, tu vois rien. Donc toi, t'avances dans le brouillard en fait. t'avances au... C'est ça, tu te cognes à gauche, tu vas à droite, tu te cognes à droite, tu vas à gauche. T'essayes d'avancer comme ça, quoi. Et je pense que enfin pour moi, avec toutes les années et puis de tout ce que je vois de mon enfin de notre entourage sur le Discord et tout, en fait, il y a pas de secret. C'est répéter les mêmes choses tout le temps, de manière à pas fausser les stats. Donc répéter tout le temps les mêmes choses et surtout bien gérer.
t'as fait ton daily loss, t'arrêtes de trader. Enfin voilà, ce genre de choses qui sont bateaux à dire, mais qui sont pourtant réelles. Et être super patient, parce que tu en as parlé au tout début du papillonnage de méthodes, etc. Le truc, c'est que si tu essayes une méthode pendant 2 semaines, t'as aucune idée de si la méthode marche ou pas après 2 semaines. Donc quand tu essayes quelque chose de nouveau, il faut se dire, t'es parti pour quelques mois, quoi. Et après, on pourrait même dire quelques mois, c'est un peu court, mais il faut être aussi pragmatique. Mais si tu essayes un truc, ça marche pas, tu vas voir ailleurs, ça marche pas. Tu vas voir chez Thomas, tu fais du SCT pendant 15 jours, ça marche pas. Tu vas aller voir Renaud avec sa méthode, ça marche. Tu t'en sortiras jamais, quoi. Donc il y a aussi le côté, on a envie de gagner de l'argent rapidement, mais il faut se dire que ça va prendre vraiment du temps et du travail, quoi. Le backtest, bon, ça a des limites le backtest, mais je parle du backtest manuel où tu rejoues des journées, tu prends des setups, etc. C'est quand Renaud, pour encore le citer, parle de milliers d'heures passées à tester son setup, il a passé des milliers d'heures à tester son setup. Donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant tous les gens qui viennent, qui demandent quasiment des signaux ou qui à la recherche d'un algo ou de. Tu parles de market profile, ils veulent la référence du bouquin. Tu parles de volume profile, ils veulent la référence du bouquin. Tiens, c'est quoi ton indicateur? Je m'achète le même et tout. C'est le meilleur moyen de pas y arriver en fait. De toute façon, nous, dans le Discord, il y en a quelques-uns quand même qui ont des performances assez incroyables. Ils ont chacun leur truc, mais par exemple, il y en a un, il utilise le market profile, il vit que sur ça, il mise que sur ça, et pour lui, il n'y a rien d'autre. Enfin, et le price action aussi. Il y en a 2 ou 3 comme ça hein, qui font du market profile et qui s'en sortent très bien. Et d'autres qui font des cassures d'obliques. Et qui font les mêmes perfs. Et en fait, à chaque fois, bien sûr, tu auras, dès qu'il y en a un qui parle de ça ou qui publie ses résultats et tout, tu as une armée de gars qui arrivent et en privé et qui lui demandent c'est quoi ton truc, ton machin. Ils n'ont pas compris en fait que pour eux ça marchera pas. Ouais. Et je l'ai encore dit tout à l'heure dans le Discord, le market profile par exemple, c'est quelque chose qui demande énormément de boulot. Vous êtes d'accord avec moi, Arnaud? Enfin, moi je l'ai vu de loin. Ça demande quand même un minimum de temps d'apprentissage. Hein. Ouais, et puis il faut que ça te parle. C'est-à-dire que même si tu fais des formations, etc., c'est pas dit du tout que ça soit ton outil, quoi. Et comme tu le dis, c'est pas parce que ça marche, j'allais le nommer, c'est pas parce que ça marche pour Mister X que ça va marcher pour toi. Et c'est vrai c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir. On a aussi des discussions entre des gens, on va parler un peu technique, mais qui utilisent le market profile ou qui utilisent les Fibonacci, et comme par hasard, les niveaux sont quasiment les mêmes, où il y a très, très, très souvent des concordances. Donc en fait, il y a vraiment plein de façons d'y arriver, il y a plein de méthodes, et un des exercices complexes pour les gens, ça va être de trouver la bonne. Mais encore une fois, de passer une semaine sur Market, une semaine sur ICT, une semaine sur les Fibos, c'est pas ça la solution. C'est pas ça qui va te dire si ça marche ou pas. Donc au bout d'un moment, faut que ou t'aimes bien Thomas et tu fais du ICT, ou t'aimes bien Florent et tu fais du Market Profile, ou t'aimes bien Serge et tu fais du Fibo, mais tu dois prendre une méthode et l'appliquer à fond, quoi. Et il va falloir des semaines, voire des mois avant de décider que oui, ça te convient ou oui, ça te convient pas. Tu pourras pas décider ça en une semaine. Toi, t'as le cas, Thomas, dans ta commu. Vous partagez des méthodes entre vous? Comment ça se passe dans ton Discord? Non, on partage. Comme je disais tout à l'heure, on prend les concepts généraux et puis chacun l'applique à sa façon, de sa manière, et puis on débat là-dessus, et puis on échange des points de vue sur des analyses. Et voilà, il n'y a pas une méthode type, il y a des concepts, et puis chacun essaye de faire au mieux avec ça, quoi. Quand j'ai commencé le trading, mais c'était clairement pas pour me dire ouais, je vais travailler sur moi. Je vais faire la Moi, j'ai méditation. commencé le trading, c'était pour faire du pognon. Hein. J'avais avec ça, et puis je m'étais monté des scénars. C'était allé très très vite dans ma tête hein, à Tu te l'époque. voyais pas à Dubaï? Ah non, ça se faisait pas, c'était pas la mode avant. Non, pas à Dubaï, mais je me voyais là où je suis actuellement, mais on va dire dans des meilleures conditions. Mais, non, non, c'est vrai que tu as raison. Et bah, de toute façon, c'est là où il y a après un tri naturel qui se fait. C'est ceux qui lâchent l'affaire et ceux qui restent, pour que le trading devienne une passion. La passion des marchés, la passion de l'analyse, la passion de toi aussi de travailler sur toi. Bah, ça touche à plein de biais, hein, quand tu dis t'es trader aussi, au niveau du regard des gens, ça claque, ça fait bien. T'as l'argent facile, rapide.
t'as potentiellement l'indépendance que ça apporte quand tu y arrives. Le sentiment de liberté, tu peux faire ça de n'importe où, donc ça joue sur plein de biais psychologiques et c'est pour ça que les marketeurs, traders vendent bien, hein, parce que ça touche à plein de biais et ça fait rêver beaucoup de monde, quoi. Alors, ça fait bien en France. On pourra Ça peut-être faire dépend une... du Pas. on milieu. pourra peut-être faire une prochaine vidéo pour discuter de ça, d'ailleurs. Enfin, moi, en tout cas, me concernant, ça fait pas si bien que ça. Bah, chez les gens, ça fait oula, ça fait waouh, non? Ça fait pas. Bah, ça fait... ça laisse en réflexion chez les gens, quand même, hein. Et puis c'est surtout que ouais, il y a trader et trader. Enfin, tu sais, quand tu dis t'es trader, les gens pensent que tu gagnes des millions. Il y a 2 poids de mesure. Tu peux être trader et faire 10 euros par mois, hein. Mais tu les fais tous les mois. Voilà. Mais sinon, pour en revenir à ce que tu disais, c'est le trader pour les mauvaises raisons. Moi, j'ai peut-être eu cette chance, en fait, d'avoir commencé le trading par curiosité. Je jouais au poker et j'ai arrêté parce que ça devenait vraiment compliqué dans les petites limites. Il y avait tellement de gens et ça partait dans tous les sens. Et du coup, moi, je suis arrivé dans le trading, j'étais plus... tu vois, j'ai passé quand même pas mal de temps, plusieurs mois, sans trader du tout, mais à suivre tous les jours quelqu'un qui tradait, un Américain qui faisait des vidéos, etc. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose d'arriver dans le trading en se disant ton objectif c'est pas de gagner de l'argent, c'est de découvrir un nouveau domaine, de se rendre compte que c'est complexe et qu'il y a des choses à apprendre. Il y a beaucoup de trucs techniques en plus, donc si t'aimes bien les chiffres, t'as pas besoin d'être bon en maths, mais ça aide quand même d'être à l'aise avec les chiffres, les graphiques. T'as pas besoin de connaître l'équation de l'écart type, mais bon, il y a des choses, il y a des statistiques, il y a des choses qui sont pas mal pour quelqu'un qui aime les maths. Et d'aborder ça d'abord comme tiens, je vais découvrir un nouveau sujet. Le but ultime, c'est clairement de gagner de l'argent, mais c'est pas forcément le but premier. Mais en tout cas, de débarquer. C'est vrai que quand on arrive, si tu débarques dans le trading avec comme objectif de gagner de l'argent, c'est une recette pour le désastre, quoi. Si t'es pas quelqu'un d'hyper raisonnable, Mm. ça doit être le résultat d'efforts que tu as fait pour comprendre comment se passe un truc qui est hyper complexe, quoi. Faut pas oublier qu'en finance, il y a quand même les meilleurs mathématiciens, ils travaillent à la City à Londres, quoi. C'est le job de rêve de beaucoup de matheux, c'est d'aller bosser dans la finance, et c'est pas que pour les bonus, c'est parce que c'est aussi un des domaines les plus complexes en maths, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a autant de Français très très doués en maths qui bossent à la City. Donc, ouais, faut se dire que c'est un domaine hyper complexe, et arriver en se disant je vais déjà essayer de comprendre ce qui se passe. Ensuite, éventuellement, je mettrai 2-3 billes en prop firm pour que ce soit pas cher et tout. T'as probablement bien meilleures chances de succès que d'arriver en disant mon objectif c'est de gagner de l'argent, quoi. Bon, sinon, pour synthétiser tout ça, là, si on devait donner des conseils aux gens, ce serait, enfin, moi en tout cas, ce serait d'essayer au plus vite quand même de se spécialiser, mine de rien, éviter de trop butiner. Ça, c'est une expression à David, hein, qu'il aime bien utiliser, butiner. Éviter de trop butiner quand même et vraiment se spécialiser et répéter tout le temps les mêmes choses. Une fois qu'on a trouvé un process qui fonctionne plutôt bien et qui plaît, bah, le répéter tous les jours, quoi. Et après, le travail sur la psycho et tout ça, je pense que c'est quelque chose qui vient après. Mm. Mais, et puis, bah, tout ce qui est internet, formation, si les mecs ils mettent plus de temps à faire du marketing que du trading, voilà quoi. On a bien pessimiste, on a bien plombé l'ambiance si tu voulais te lancer dans le trading. Bah non, mais en même temps, c'est ça aussi. En vrai, c'est ça, hein. C'est quand les gens me demandent est-ce que je devrais me lancer dans le trading, mais je leur dis surtout pas. Lance n'importe quel autre business, ça sera beaucoup plus facile. Mais en fait, nous, on a pas mal de cas comme ça dans le Discord. Je pense que, par exemple, tu associes ton trading à une autre activité, comme Arnaud, comme moi, comme plein d'autres. C'est-à-dire que il faut pas faire ça toute la journée, tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Mais si tu veux en devenir trader à temps plein et de vivre que de ça. Bah, en fait, c'est bien, mais au bout de... quand tu as trouvé ton équilibre. Mais toi, on a plein d'exemples. On a des gens qui sont archi. Bah, Arnaud, il est consultant. Enfin, voilà, toi, tu... Mais ce sont des boulots où tu peux jongler avec le trading, quoi. Toi, tu peux faire du mi-temps, tu peux faire Ouais, voir ça plus potentiellement comme un complément de revenu dans un premier temps. Bah ouais, complément ou... Ouais, complément ou même surtout phase d'apprentissage. Mais il faut surtout pas, alors surtout pour les débutants,
se dire que, comme l'a dit Arnaud au début, on est en face des meilleurs du monde, hein, les élites du monde. Donc, faut surtout pas croire que dans 5 ans, vous allez quitter la rat race, quoi, comme on dit. C'est faux, en fait. C'est faux. Il y a quelques petites pépites qui arrivent à faire 1 million en un an, mais c'est un faible c'est un très très faible pourcentage. Donc, vaut mieux se considérer dans Il la faut, moyenne. faut voir qui y a derrière potentiellement ces gens-là aussi. En général, ils sortent pas de nulle part, où ils ont été accompagnés, où ils ont. Moi, je crois pas au mec tout seul dans sa chambre qui craque le marché. En tout cas, on a essayé de faire le tour un petit peu de ce sujet. Bon, comme c'est une première et qu'on n'est pas du tout habitué à l'exercice, il est possible que ce soit un peu brouillis, un peu les infos soient peut-être un petit peu On a un mélangées, peu butiné. mais on essaiera, si on voit si les retours sont bons, il est possible qu'on en fasse d'autres sur d'autres thèmes. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à nous dire s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde à l'avenir. Donc voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à dire, vous, de votre côté. Bah, j'espère qu'on n'a pas été trop pessimiste. On a essayé de dresser un portrait assez le plus réaliste possible par rapport à nos expériences du trading et ce que ça prend de devenir trader. Donc, si tu t'embarques dans cette aventure, c'est un long chemin et aucune garantie de réussite à la fin en plus. Mais ça en vaut le coup parce qu'à travers les années et tout, tu apprends à te découvrir, tu apprends de nouvelles choses. Et même si la finalité t'y arrive pas, tu auras fait. Enfin, même je parle pour moi, quand je regarde 10 ans en arrière, je suis plus la même personne. Et le trading y est pour beaucoup aussi. Ça te pousse, ça te challenge tous les jours et ouais, c'est pour ça qu'on aime ça aussi, je pense. Ouais, désolé si on n'a pas vraiment vendu du rêve, mais je pense que c'est un des soucis avec beaucoup des formations et des gens qu'on trouve sur TikTok et autres. C'est beaucoup de travail, et c'est pénible, hein, d'ailleurs, le trading, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais il faut être prêt pour être vulgaire, à se faire chier souvent derrière les graphes, parce que souvent il se passe rien. Recherche d'adrénaline, le loup de Wall Street, c'est pas du tout ce qu'on vit au quotidien, donc c'est pas tout rose, mais ce qui nous fait espérer, c'est le rose que peut devenir le futur si ça marche bien, quoi. Donc faut vraiment s'accrocher, c'est beaucoup de travail, c'est compliqué, ça convient pas à tout le monde. Mm. Donc encore une fois, désolé si c'est pas une image super paradisiaque, mais c'est probablement la plus réaliste qu'on pouvait évoquer, quoi. Non, ouais, super, hein. Je pense qu'on a fait le job. On a dégoûté tout le monde. Non, mais en tout cas, ça a été un échange sympa. Et puis, bah, on verra si on en fait d'autres, quoi, à l'avenir. D'autres thèmes, d'autres invités, d'autres. Ouais, voilà. Bon, bah, sur ce, à plus, les gars. Bonne soirée. Salut, Salut bon Oswald, trade. salut Thomas. Salut, à la prochaine. Si ça continue comme ça, un de ces quatre, je vais faire la surprise d'aller directement dans le live du Discord. Je crois qu'il y a plus de monde. Je vais aller regarder d'ailleurs. Il y a combien de personnes dans le live du Discord. Ensuite, si vous voulez placer par exemple un ordre de vente au-dessus du prix de la clause, eh bien il va vous installer un ordre limite. Et si vous êtes en dessous, il va vous installer un ordre stop. Donc voilà pour tout ça. On va tester rapidos le copy. Donc on va activer le SIM 101 en compte maître. On va activer ah oui, alors ça c'est mon compte propre, donc forcément je peux pas le cliquer, parce que là on peut tester que sur... Voilà, Damien a bloqué le fait qu'on puisse trader nos PA, nos évals et nos comptes propres, hein, pour pas se faire baiser. Donc du coup, voilà, on peut activer aussi les gardes de fous. Je vais vous montrer rapidement ce que sont les gardes de fous. On va aller dans le SIM 101 par exemple. Les règles, on peut régler son maximum drawdown journalier, donc sa perte max, son daily stop. On a notre daily win. On a, non pardon, on a le profit max par position, on a le daily win, on a, donc là ça c'est pas encore paramétré mais on est en cours,
Ça va être un trailing drawdown propre à vous. Ça veut dire que si vous êtes en gain, vous pouvez régler, au lieu d'avoir un trailing drawdown de Apex, hein, vous savez, c'est 2500$ par exemple sur un 50K qui suit votre performance latente. Et bien là, on va faire pareil, mais à notre échelle. Donc ça veut dire que sur la journée, par exemple, vous voulez, si vous avez atteint un gain, je sais pas moi, de 500$, mais que vous voulez sécuriser 200$, eh bien vous pouvez régler un trailing drawdown de 300$ par exemple. Et puis cocher ou décocher l'autorisation de moyenner à la baisse, hein, par rapport aux nouvelles règles d'Apex. Donc on a rajouté ça juste après qu'ils aient annoncé leur changement. Donc voilà, concernant cette partie-là, je regarde s'il y a des questions vite fait. Non, c'est bon, on enchaîne. Donc ensuite, eh bien, si par exemple je prends un buy, alors je regarde si tout est bon. Voilà, quand je prends un buy, bien sûr, il me met mes ordres sur tous mes comptes. Je vais vendre, et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter les ratios. Donc par là, où je vais mettre un ratio de 2, un ratio de 3, un ratio de 4, un ratio de 5, un ratio de 6. Voilà. Et je vais prendre un buy. Et puis là, on peut bien voir que nos ratios ont bien été effectués. Nous aurons aussi le mapping. Ça veut dire qu'en gros, vous allez pouvoir prendre des positions sur un mini sim, par exemple, pour pouvoir dupliquer vos trades sur des... comme le fait Replicanto, hein, sur des... comment tac, si je place un ordre là, bon, je sais plus ce que je voulais dire, bref. Donc du coup, voilà, on peut placer nos ordres vraiment d'un seul coup de maître. Ils t'entendent pas. Et donc du coup, donc voilà, je vais activer le micro des copains. Tac, là c'est bon. Salut les gars. Salut. Donc là, Hello. Arnaud, Renaud, Tom, Salut tout le monde. 5F Voilà, voilà. et David. Du coup, c'est dommage que c'est pendant les phases de test qu'on fait des positions comme ça. Mais en gros, voilà. Tac, je vais quitter ça, Hop, hop, on va pas rester 10 ans là-dessus. Alors, une chose importante à savoir, mine de rien. Comment dire nous avions, bien sûr, c'était sous forme de tickets, hein, donc il y avait 50 tickets à 100€ pour pouvoir participer au développement de l'appli. Il reste 5 tickets. Le produit devrait sortir fin juin. À très court terme, ce qui est vraiment le plus important, je pense, pour moi, ça va plutôt être les niveaux options. Ça va se passer sur les options, parce qu'il y a beaucoup de spéculation qui se fait en options ces dernières années. Ouais, après, je pense que c'est plutôt manque de connaissances chez le trader particulier. Même moi, je le vois un petit peu sur ce que je vois sur les réseaux sociaux et autres. Il y a beaucoup de gens qui font de jolis dessins sur les graphiques. C'est pas la réalité des marchés. Nous, les gens considèrent que les pros vont manipuler les marchés. Il y a pro et pro, c'est-à-dire que la banque, non, puisque les banquiers vont éviter, justement, parce qu'ils sont là pour assurer la sécurité des marchés et fournir la liquidité. Après, que tu aies des hedge funds sur le buy side qui s'entendent pour aller prendre un mouvement directionnel sur un actif en particulier, ça peut arriver, mais c'est pas de la manipulation de marché, ça reste du pari. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Entretien avec un trader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter non pas avec un trader particulier qui fait sensation sur le marché, mais avec un trader professionnel qui travaille actuellement dans un hedge fund. C'est une occasion unique de comprendre la réalité de ce métier et de peut-être déconstruire certaines idées reçues que le trader particulier peut avoir sur les institutions financières. Soyez très attentifs car des témoignages de ce genre sont très rares dans le monde francophone. Bonjour Jay et merci d'avoir accepté notre invitation. Salut Oz et merci de me recevoir, c'est avec plaisir que je vais m'adresser à ta communauté. J'imagine que pour faire le métier que tu fais actuellement, tu as dû passer par le chemin des études supérieures. Yes, alors pour les études, de toute façon il y a les voies classiques en France, il y a plusieurs écoles, grandes écoles. Moi j'ai fait un master en finance de marché. En plus de ce master en finance de marché, j'ai passé des certifications qui sont reconnues à l'international pour justement accéder aux salles de marché en particulier. Elles sont souvent prévues au cursus des grandes écoles en France. Je parle spécifiquement de la certification Chartrade, donc c'est avec le CFA Institute, c'est une formation, enfin une certification très très reconnue dans le métier. Elle se déroule sur 3 ans et il y a 3 niveaux. Et dès que vous avez cette certif, en général, c'est plutôt un sésame pour aller sur les marchés.
Elle est ouverte à tout le monde, pas uniquement aux étudiants de grande école, à partir du niveau licence. Donc, vous-même, si vous avez une licence et que vous voulez faire cette certification en 3 ans, vous pouvez la passer. D'accord. Et quand tu as décidé d'aller dans ce chemin-là, de ce type d'études-là, est-ce que tu avais déjà l'intention d'aller vers le trading ou alors plutôt dans la finance d'entreprise de manière plus globale? Après, j'étais quand même assez dirigé vers la finance de marché, puisque j'avais des gens dans ma famille, dans mon entourage qui étaient dans ce milieu-là. C'est pour ça que je suis parti sur cette direction. Est-ce qu'à l'université, du coup, on apprend à trader ou alors c'est vraiment quelque chose qu'on apprend au sein des entreprises ou lors des stages? Alors en fait, ça dépend des écoles ou des universités, mais de plus en plus, dans les universités, il existe des salles de marché virtuelles sur le modèle américain, parce que ça s'est toujours fait aux États-Unis. De plus en plus dans les grandes écoles, vous pouvez trouver des salles de marché sur lesquelles vous allez simuler justement l'activité de marché. Et donc ouais, c'est un bon moyen déjà d'aborder les marchés, de découvrir un petit peu, de mettre en pratique ce qu'on apprend en cours. Mais après, concrètement, le métier, il s'apprend clairement dans le milieu professionnel. Je pense que c'est comme tout métier, hein. C'est la pratique qui fait qu'on développe les compétences et qu'on s'améliore, qu'on apprend, qu'on fait des erreurs aussi. Ouais, après, t'as les bonnes écoles quand même en France, tu vois, je pense à certains masters parisiens sur lesquels tu vas apprendre, on va dire, la technique mathématique, beaucoup de techniques mathématiques, et la technique de marché. Et après, oui, bien sûr, pour le côté psychologique, bon, là, c'est de la pratique, hein, c'est chacun après qui, au quotidien, va le vivre en fonction de sa personnalité, son caractère. Après, tout dépend des postes, parce qu'il y a plusieurs postes dans les salles de marché. Et donc, fonction des profils, voilà, on s'améliore sur un plan psychologique ou pas. Et certains métiers sont faits pour vous ou pas. Donc après, ça ouais, c'est à l'expérience que ça va se décider. D'accord. Et lorsque tu as quitté les bancs de la fac et de cette certification, tu as directement été intégré dans une société. Comment ça s'est passé? Un chasseur de tête t'a trouvé à la sortie de l'école. Tu as toi-même intégré une société. Alors ça s'est fait par le biais d'un stage. C'était une boîte américaine qui ouvrait en France. Donc je suis allé bosser chez eux en tant qu'analyste dans un premier temps, et ensuite j'ai évolué chez eux. Puis je suis parti à l'étranger dans différents postes. D'accord. Et c'est Donc vraiment. ça se fait, c'est souvent, pardon, Oui, excuse-moi, ce que je t'en prie. c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Souvent pendant les études, à l'occasion de stages. C'est comme ça qu'on se fait connaître, et c'est comme ça. De toute façon, sur le CV, c'est assez important, hein, notamment en France, d'avoir des expériences, mais pas qu'en France, hein, à l'étranger aussi, c'est d'avoir des expériences en salle de marché. C'est un critère primordial. Bon, je sais pas si tu peux nous dire ton âge. 40. 40. Donc je sais pas si quand tu as démarré, j'imagine que tu dois avoir 20, 25 ans. Mhm. euh, les salles de marché de l'époque étaient peut-être différentes des salles de marché d'aujourd'hui. Ouais, clairement, d'autant plus que moi, j'ai commencé sur les marchés avant la crise de 2008. Ouais. Et à cette époque-là, on avait plus de personnel humain, on va dire. Oui, voilà. Et, et avec le temps, ouais, il y a de moins en moins de personnel humain, et beaucoup plus d'algorithmes, et beaucoup plus la place aux ingés qui gèrent les algos, quoi. On en Donc, parlera tout à l'heure des algorithmes et tout ça. ok. Ouais. Mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que j'imagine qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'assistance technique, algorithmique ou de risk management, j'imagine. Tout était plus humain. Ouais, il y avait beaucoup plus d'humains, clairement, il n'y a pas photo, hein. On le voit même sur les grandes desks, hein, assez connues de grandes banques, on va pas les citer, mais ouais, à l'époque, il y avait beaucoup plus de personnel. On le voit même par exemple, sur les secteurs comme le FX, quoi, les cambistes. Il y avait plus d'humains à l'époque, et il y en a beaucoup moins maintenant. Et dans une salle des marchés dans laquelle tu es rentré à l'époque, combien ça comptait de personnes, de traders purs, je veux dire, à l'intérieur, dans une Alors salle? moi, ils n'étaient pas tous là où j'étais, en l'occurrence en France. La majorité était aux US. Nous, en France, c'était plutôt la recherche, tout ce qui est analyste, etc., économiste, ce genre de personnel-là. Et après, là, c'était aux US, ils étaient 200. Je pense que ce qui est bien, justement, c'est de poser le cadre de la salle de marché, comment elle est organisée, comme Ouais. ça, au moins, tu verras plus clair. Bah carrément, ouais. En fait, en salle de marché, si tu veux, tu as plusieurs desks. Enfin, c'est souvent un open space avec plusieurs desks, tu vois. Et dans ces desks, tu vas avoir comment ça s'appelle, un groupe de personnel qui va être chargé des transactions comptantes, donc ce qu'on appelle le spot, des gens qui gèrent la trésorerie, des gens qui gèrent le desk option, enfin produits dérivés et autres.
Là-dedans, tu vas avoir les cambistes qui sont spécialistes du FX, tu vas avoir des sales qui sont chargés de vendre des produits aux clients, tu vas avoir les dealers. Dealer market maker, ça va être les personnes qui vont être chargées de ce qu'on appelle la tenue du marché, c'est-à-dire fournir le produit au client, animer le marché, faire les couvertures de portefeuille. Dans les couvertures, après c'est assez mathématique, on en parle justement dans mon Discord. C'est les couvertures delta sur les positions. Exemple tout bête, un client achète une option, la banque se retrouve vendeuse de l'option, donc le market maker, lui, va devoir hedger cette position de sorte à ce que la banque ne prenne pas de risque, parce qu'ils sont là pour fournir les produits, mais ils ne sont pas là pour prendre un mouvement directionnel. Ensuite, tu vas avoir des équipes d'analystes et d'ingénieurs qui, eux, vont être là pour assurer le support. Donc les analystes, généralement, ils vont suivre les grandes tendances de marché, donner leurs rapports. Et s'ils sont spécialisés sur un secteur, par exemple marché action, ils vont aller faire de la sélection d'actions, définir les tendances dessus, donner ça en tant que support aux traders. Tu vas avoir ensuite les ingénieurs financiers qui vont parfois, enfin pas parfois, mais régulièrement structurer des produits en fonction des besoins clients, donc pour vendre des produits spécifiques aux clients. Après, enfin, voilà, le trader, lui, il évalue les risques sur le marché, il va prendre position, il va chercher les meilleurs prix disponibles, enfin, il s'occupe de la transaction au sens propre. Après, tu as pas certains postes qui vont être ceux des sales traders, qui eux ont une relation directe avec le client. Et eux vont aider le client à prendre ses positions, à prendre position, ou à trouver les produits qu'il a besoin, etc., etc. Et il va assurer aussi le hedging sur les positions. Les clients en question, c'est d'autres sociétés. Ouais, les clients, en fait, tu vas avoir toutes sortes de clients. Moi, tu vas avoir le particulier, D'accord. comme ce que tu as dans ta communauté, mais tu vas aussi avoir des fonds d'investissement, des fonds de pension. En fait, si tu vas dans la finance de marché, il y a deux secteurs. Il y a le buy side et le sell side. Le sell side, ça va être les banques, principalement, c'est les teneurs de marché, ceux qui fournissent la liquidité, qui apportent les produits, et eux, ils vont assurer ce que l'on appelle une couverture delta. Donc, ils vont faire en sorte de gagner de l'argent sur les spreads de transactions, tu vois, en évitant de prendre un risque directionnel. Et en face de ça, tu as les traders buy-side qui vont venir d'institutions privées, hedge funds, fonds de pension et autres, qui eux vont plutôt chercher des mouvements directionnels. Après, en fonction des stratégies, parce que tu as aussi des hedge funds qui font de l'arbitrage, qui ont des stratégies spécifiques en arbitrage et qui ne prennent pas de mouvement directionnel. Voilà, enfin, voilà, tu as du buy-side, du sell-side, et après, tout ce petit monde se rencontre. Et, certains ont des obligations légales d'assurer, de fournir de la liquidité et d'assurer la sécurité des marchés. Et ceux d'en face sont généralement là pour faire des paris. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et j'imagine que du coup, parce qu'il y a des fonds, il existe tout type de fonds et toute taille de fonds. J'imagine que tu as des fonds qui sont dédiés qu'à une seule tâche, quoi. Absolument. En fait, Ouais. si tu veux, un fonds, c'est une enveloppe légale